Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci beaucoup pour être si nombreux aujourd'hui. On va tous ensemble vivre un moment historique puisque c'est la première fois qu'aura lieu ce ciné-club de la Cinétech avec Le Monde et avec un grand qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être à La Rochelle cette année, Dario Argento. Donc je suis ravie de présenter cette séance. À mes côtés, Jean-Baptiste Viaud, le délégué général de la Cinétech, à ma droite, et à ma gauche, Franck Nouchy, du Monde, que vous lisez certainement régulièrement et que vous avez dû voir au festival, puisque c'est un habitué et un fidèle du festival, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas être trop longue, puisque nous attendons la star. Eh bien, bonjour à tous et un grand merci d'être là aussi nombreux. Effectivement, on est très très heureux et honorés à la Cinétech de pouvoir tenir ce tout premier ciné-club qui est un ciné-club à la fois physique puisque vous êtes là et en ligne puisqu'on peut le suivre en direct sur le site de la Cinétech. Et on est encore plus heureux que cette première édition du ciné-club se fasse avec Suspiria de Dario Argento, qu'il présentera lui-même et autour duquel il conversera avec Christophe Gans à l'issue de la projection. Je voulais juste dire un ou deux mots de la Cinétech. Son principe, c'est un site de vidéo à la demande qui est consacré exclusivement aux grands films du XXe siècle et sur lequel le catalogue de films disponible est un catalogue constitué par des réalisateurs du monde entier. C'est-à-dire que le principe est le suivant, chaque mois on a un nouveau réalisateur venu de n'importe où dans le monde, ils sont 70 à l'heure actuelle, à nous proposer sa liste de 50 films préférés du XXe siècle. Alors Christophe Gans fait partie de l'aventure depuis le tout début, on existe depuis novembre 2015, et depuis 3 jours, on a l'infime honneur d'accueillir la liste de Dario Argento, justement. Voilà, j'ai quelques remerciements à faire. Tout d'abord Le Monde, et Franck Nouchy, le médiateur du Monde, ainsi que Guillaume Drouillet, qui est le responsable des partenariats, mais aussi le festival La Rochelle Cinéma. Un grand merci à Sylvie Prat, Sophie Mirouz et Arnaud du Matin. Un grand merci également au Film du Camélia et à Ronald Chama qui ont rendu cette séance possible. Et je tiens à remercier également le CNC et le programme média de la Commission européenne qui nous suivent depuis un bon moment maintenant et qui ont eux aussi rendu possible cette séance. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. En fait, cette histoire a commencé il y a à peu près 6 ans, non pas à La Rochelle, mais à Cannes. Alain Roca et Pascal Ferrand m'avaient parlé de leur projet de fondation de la Cinétech. J'avais trouvé ça tout à fait intéressant, original. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais fait un petit papier dans Le Monde. Et puis après, j'ai suivi tout simplement sur Internet les évolutions de la Cinétech. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et comme mon boulot est aussi d'organiser un dialogue entre vous et nous, entre vous, le public, vous, les lecteurs du Monde, vous-même parfois les abonnés du Monde, et puis nous, la rédaction du Monde, je me suis dit un jour comme ça, et si on organisait un ciné-club ? Et on en a parlé avec nos amis de la Cinétech, avec Pascal Ferrand, avec Laurent Canté, avec Cédric Lapiche, qui sont les 3 maîtres d'œuvre de la Cinétech, on va dire ça comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait eu presque la même idée. En fait, eux, ils avaient eu l'idée de faire un ciné-club numérique. Nous, au départ, l'idée était de faire un ciné-club beaucoup plus classique et de renouer, ça on avait tous la même idée, de renouer avec ce que, je suppose, vous et nous, on avait pu apprécier quand on était plus petit, c'est-à-dire les ciné-clubs de Claude Jean-Philippe, les programmations de Patrick Brion. On s'est dit il faut réinsuffler quelque chose et donner envie, toujours envie, de redécouvrir des films qu'on a aimés, qu'on a adorés et surtout faire partager ce goût pour le cinéma. Et donc on a défini comme ça très vite ce que pouvait être ce ciné-club, à la fois classique comme aujourd'hui et puis numérique. Et puis on s'est dit, il faut donner le coup d'envoi. Et là, on n'a pas hésité une seconde, ma chère Sylvie. On a eu envie de le faire ici, à La Rochelle, qui est un festival qu'on adore, en tout cas que moi j'adore. C'est vraiment, je crois, mon festival préféré, là où on aime voir les films. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de lieu plus sympathique
pour démarrer cette expérience de ciné-club qui se prolongera à la rentrée à Paris, mais pas simplement à Paris au cinéma Beauregard. On ira aussi dans d'autres villes, par exemple à Orléans. Antoine Debec, qui je vous le signale au mois d'octobre, va enfin organiser le Festival de Cannes 1939 qui n'avait pas pu avoir lieu, nous a proposé de venir dans le cadre de ce festival de 39, le premier. On va à Orléans présenter la règle du jeu. Je crois que c'est Cédric Clapiche qui va nous accompagner. À Paris, ce sera le 26 septembre, au Beauregard. Vous pourrez voir Conversation secrète, le film de Francis Ford Coppola. Je ne vous dis pas encore qui va le présenter avec moi, puisqu'on ne le sait pas. Et puis donc, j'en reviens à La Rochelle, l'envie que la première de ce ciné-club ait lieu à La Rochelle, donc un ciné-club classique, c'est-à-dire que après la projection du film, on va dialoguer avec Dario Argento, on va en dire un mot. Vous aurez le droit, évidemment, de poser des questions, d'intervenir, de lui dire toute votre affection, toute votre admiration. Tout ça sera retransmis en numérique sur le site de la Cinétech. Et donc oui, j'en reviens au choix du premier film. Quand on m'a dit « et si c'était Suspiria, et si c'était avec Dario Argento, et si en plus c'était Christophe Gans qui le présentait », là je me suis dit « c'est trop beau ». Et donc je vais appeler Christophe Gans tout de suite, qui va nous dire... Merci Christophe, merci beaucoup. Sa passion pour Dario Argento, il vous l'expliquer en 2 secondes, il vous l'expliquera mieux après. Bonsoir. Encore une fois, merci d'être là pour célébrer le talent d'un homme exceptionnel, j'ai nommé Dario. Alors, je voudrais juste poser une question. Qui sont ceux ici qui n'ont pas vu Suspiria? Wow. Mamma mia. Hey, je vais vous dire quelque chose. Je vous envie, je suis jaloux. Et j'ai revu le film en prévision, évidemment, de cette journée. Et je l'ai revu il y a 2 jours et j'étais ébahi. Ébahi en le regardant. Et j'ai l'impression que le film, maintenant, il est suspendu quelque part hors du temps. Et il est là. Il est incroyable. C'est vraiment fantastique. Il y a autant de gens qui ne l'ont pas vu. Donc, formidable. Voilà. Maintenant, bah, écoutez, on aura le temps après de discuter de ce film démentiel. Mais je voudrais appeler Dario Argento. Et je voudrais que vous... Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok, ça c'est un de mes films plus connus. C'est bien que beaucoup de gens n'ont pas vu parce que c'est comme la première, c'est pour vous. Vous pouvez apprécier mieux des choses qui se passent dans le film. Mais quand le film sera fini, nous parlerons tous les 3 ensemble. Et vous, si vous voulez dire quelque chose, ok, soyez les bienvenus. Ok, bonsoir. Bonne vision. Christophe, peut-être que je vais commencer par vous. J'aimerais que vous nous expliquiez, en vous reportant il y a longtemps, comment vous est venue cette passion pour les films de Dario Argento, au point que votre premier film, votre premier court-métrage, était une forme d'hommage à Dario Argento, puisque son nom figurait dans le titre. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, c'est très simple. Je suis né en 1960. Le premier film de Dario que j'ai vu, c'était L'Oiseau au plumage de cristal. C'est un film que j'étais allé voir à peu près, je crois que je me souviens, un mardi soir. Il passait très peu je vivais à Antibes, il passait très peu, donc pas longtemps en tout cas dans les cinémas. Et puis, très peu de temps après, on a entendu parler de l'arrivée de Suspiria. Le film avait été présenté au Festival du Rex à Paris,
où il avait eu un succès absolument incroyable. Et donc on est allé voir ce film. J'étais avec quelqu'un qui est devenu cinéaste par la suite, qui s'appelle Nicolas Boukrieff, qui a fait Made in France. Donc on était tous les deux, parce qu'on est des amis d'enfance, on était tous les deux dans la salle. Je me souviens exactement de la place où j'étais. Et je me souviens avoir reçu Suspiria d'une manière absolument insensée. Ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé dans le film, c'est le fait qu'on est attrapé tout de suite par le film. C'est-à-dire que souvent les films d'horreur mettent un certain temps à se mettre en place. Là, il y a ce plan incroyable du mécanisme de la porte d'entrée de l'aéroport, qui est comme deux couteaux qui se croisent. Et je me souviens avoir regardé ça, il y a ce bruit incroyable qui fait... Et j'ai regardé ça et je me suis dit, quel est le dingue qui a l'idée de mettre la caméra là? Et ensuite, il y a cette séquence où le taxi traverse Fribourg et on n'est plus dans un film normal. Brusquement, tout l'univers qu'on est en train de traverser est un univers magique, un univers perçu par une caméra médium. Brusquement, il vous montre des fontaines, il y a des recadrages très précis sur des fontaines, sur des bouches d'égout, la pluie tombe, etc. Et on est transporté dans quelque chose qui est, pour moi, pas du cinéma, mais qui est du sur-cinéma, comme on dit, du surréalisme. On est au-delà de ce qu'on reçoit normalement, de ce que nos sens reçoivent normalement. Et donc j'avais 16 ans, et j'ai pris ce film comme un concert rock par un de mes groupes favoris. Je ne l'ai pas vécu comme un film, je l'ai vécu comme quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui était extraordinaire, c'était que, contrairement à un concert rock qui est éphémère, avec Suspiria, on pouvait remettre le couvert tant qu'on voulait, on pouvait le revoir et le revoir et le revoir, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un film que j'ai revu encore il y a 2 jours, c'est un film que j'ai dû voir plus de 100 fois, et aujourd'hui c'est un film qui m'habite, voilà, tout simplement. Merci. Mais je l'aime. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Dario, d'écrire une histoire pareille? Alors, je n'ai pas très bien compris si c'est votre co-scénariste qui en a eu l'idée parce que sa grand-mère avait été dans une académie de danse un petit peu comme celle-là, où elle a cru voir des sorcières, ou est-ce qu'il y a une autre histoire qui explique que vous ayez écrit un film comme celui-là? Comment est-ce que l'idée vous est venue? Le film c'est venu après Profondo Rosso. J'avais dit que moi je dois changer tous presque. Alors je voulais retourner à un film d'horreur, que c'était des films qui m'ont fasciné quand j'étais enfant. Et j'avais pensé, non, cette histoire de la vieille, c'est faux. C'est pas vrai? Ah bon? Non, c'est pas vrai. Mais non, c'était une femme normale. Ah bon. Non, et là, j'avais pensé de parler des sorcières, parce que pas toujours on parle des sorcières dans le cinéma que j'ai vu. Et puis d'une académie de danse, que la danse c'est une sorte un peu ésotérique, un peu étrange. Alors, j'avais commencé à voyager pour rencontrer dans l'Europe des soi-disant des sorcières. J'ai rencontré des personnes qui disaient que c'était sorcière, mais pour moi, ce n'était pas. Puis, j'ai commencé à penser à cet univers un peu claustrophobique qui est tous enserré dans cette académie. Pour la première fois, j'avais pensé que les élèves sont de 12 ans, presque. Et
j'avais pensé ça, mais les financiers disaient non, absolument non. Parce que les films, personne ne va croire, il faut. Alors, moi, j'ai accepté et j'ai fait que les filles, c'était quand même 20 ans, 21, 18. C'est un film de toutes femmes. Il y a seulement trois qui sont hommes. Les autres sont toutes une histoire de femmes. Moi, j'aimais beaucoup de parler des femmes, de raconter des histoires de femmes. Moi, j'ai fait aussi 5 films avec ma fille de l'Asie. J'ai fait des films avec Jennifer Connelly, elle avait 13 ans, que c'était phénoménal. Alors, j'ai fait ces films avec un enthousiasme, vraiment une force, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, peut-être moi je disais après. Christophe a bien parlé, a bien décrit ce surcinéma qu'on voit quand on regarde Suspiria. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'atmosphère du film, de dire que ce film a été réalisé au milieu des années 70, à un moment où en Italie on était en plein dans les années de plomb. Et en même temps, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que vous faites du cinéma politique, mais il y a des références qui me paraissent tout à fait explicites au nazisme dans ce film. C'est voulu de votre part? Sûrement c'est voulu, parce que c'est les pubs où l'aveugle et Hélène, c'était exactement les mêmes pubs où Hitler a fait le premier push de la bière. Et puis la grande place où il mort, c'est construit par Hitler. C'était la grande place où il faisait ses discours, ses grands discours. L'aigle qui tombe sur lui, c'est l'aigle des nazis. Sûrement, c'est pas un cas. C'est pas le hasard. Christophe, pour les gens qui sont ici, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous situez la filmographie de Dario Argento dans la cinéphilie, en particulier par rapport à d'autres cinéastes auxquels on peut penser quand on voit ces films? Je pense en particulier, d'une part, à Alfred Hitchcock, d'autre part à Brian De Palma. Comment est-ce que vous définiriez la place très singulière qu'occupe Dario Argento? Pour décrire la place qu'occupait Dario Argento, il faut repenser à la situation du cinéma européen dans les années 70. Le cinéma européen était exporté massivement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les gens revoyaient des films européens. Ils voyaient des films de Fellini, ils voyaient des films d'Antonioni, ils voyaient des films de Bertolucci. Et je pense que, d'une certaine manière, le cinéma italien était non seulement autosuffisant, mais en plus avait une forte capacité d'être projeté ailleurs. Et je pense que d'une certaine manière, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'irruption de Dario Argento dans le cadre de la cinématographie italienne, comme a été l'irruption de Sergio Leone une décennie avant. C'est en fait deux cinéastes qui ont énormément de points communs. Non pas exactement au niveau du style, mais dans ce qu'ils ont amené. C'est-à-dire que c'est des cinéastes qui ont en quelque sorte fait table rase de ce qu'on appelait les conventions de l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec un traitement qui était comme une façon de bafouer un cinéma installé, ennuyeux, on va dire petit bourgeois,
Et d'une certaine manière, l'importance de Dario Argento, dans les années 70, c'est à la même importance que Sergio Leone au début des années 60. Voilà quelqu'un qui arrive et qui réinterprète ce qu'on croyait connaître parfaitement comme des stéréotypes et des clichés, mais il les réinterprète techniquement pour en faire quelque chose de totalement neuf. Si les gens ici ne connaissent pas bien Dario Argento, il y a un film en particulier qu'il faut voir, c'est Les Frissons de l'Angoisse. Les Frissons de l'Angoisse, personnellement, c'est un film qui, pour moi, redéfinit pratiquement tout la grammaire cinématographique. Les travelling, les recadrages, le positionnement du son, tout. C'est pas seulement un spectacle de violence avec de la musique forte. Non, c'est le cinéma de quelqu'un qui connaît très bien le cinéma et décide en quelque sorte d'insuffler sa jeunesse à l'intérieur du cinéma. Et je dirais que ce qui est extraordinaire, c'est que le cinéma italien ait pu produire en moins de 20 ans, deux personnalités comme Sergio Leone et Dario Argento, qui d'une certaine manière, à leur façon, ont fait complètement bifurquer la manière de faire du cinéma. Et ça, c'est quelque chose que, quand moi je suis arrivé à Paris pour faire l'IDEC, donc l'Institut des hautes études cinématographiques, j'avais 18 ans, et il y avait des clans à l'intérieur de l'IDEC. Il y avait le clan Agnès Varda, paix à son âme, mais il y avait le clan Dario Argento, dont je faisais partie. C'est-à-dire que tous les jours, pendant les 3 ans qu'ont duré donc mon apprentissage à l'école, nous avons parlé de Dario Argento, tous les jours. C'est-à-dire qu'on se posait des questions sur la façon dont Dario se servait de la caméra pour nous toucher aussi intimement, nous, notre génération, une génération qui était forcément non seulement impressionnée par la violence du monde qui nous entourait, mais également par la musique rock, par exemple. Par les paroles de la musique rock. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que la façon dont il faisait du cinéma, cette façon qu'il avait spécialement dans Suspiria, d'ouvrir la fenêtre et de jeter à l'extérieur tout ce qui pouvait ressembler à du psychologisme, je dis bien psychologisme, ou de la narration classique, était quelque chose pour nous qui était extrêmement vibrant. C'est-à-dire qu'on se disait, ça y est, il y a quelqu'un qui vient et qui est en train de balancer les meubles par la fenêtre. Et on avait 18 ans et on voulait devenir cinéaste. Donc forcément, quelqu'un comme lui, et j'imagine que si j'avais eu 10 ans de plus et que j'étais arrivé à l'IDEC au milieu des années 60, on aurait parlé tous les jours de Sergio Leone. Ce qui est amusant en plus, c'est que Dario a travaillé avec Sergio Leone, puisqu'il est le co-scénariste de Il était une fois dans l'Ouest. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Avec Bernardo Bertolucci, qui est un autre immense cinéaste, qui lui aussi a eu sa part d'inventivité et d'expérimentation, absolument. Et votre chef opérateur était également, vous avez parlé d'Antonioni, un chef opérateur d'Antonioni, puisque c'est lui qui fait l'image, si je ne me trompe pas, sur Professeur Reporter. C'est ça? Pourquoi vous l'avez choisi, ce chef opérateur, qui est un chef opérateur extraordinaire? Après, il a travaillé avec Maurice Pialet, il a même travaillé avec Gérard Roury. Donc il avait un spectre extrêmement large. Oui, Vanille Fraise. Pourquoi vous l'avez choisi, ce chef opérateur? Parce que je l'ai vu dans la profession de reporter, il avait pas seulement une expérimentation de couleur, mais une expérimentation de la caméra qui était dans une profession de reporter très intéressante. Et j'avais pensé que lui avait aidé beaucoup Antonioni à faire tous ces expériments de caméra. Alors, moi, je suis très, très, très intéressé par les mouvements de caméra, parce que la caméra, pour moi, c'est l'expression du cinéma, c'est la chose la plus importante. Et alors, dans ce film, j'avais pensé de faire chaque cadre qui soit différent de l'autre, pas qui sont semblables, tout différent, chaque chose entre lignes, mais tous différentes. C'était très difficile de faire ça. Et puis avec Tori, nous avons étudié beaucoup la couleur. Nous avons pris exemple par Walt Disney pour la Blanche-Neige.
écrit par John Ford, c'est ciel rouge, c'est bleu, les bleus des vestons sont forts, c'est important. Et alors nous avons pensé de faire un film avec les couleurs vraiment qui soient importantes en primaire. Et nous avons trouvé aux États-Unis, dans un laboratoire de la pellicule Kodak, qui était très vieille, mais en bonne condition. C'était 40 hasards, que normalement, au temps c'était déjà 500 ou 400. Parce que pour donner un peu la profondité que la vieille pellicule avait aujourd'hui, c'est différent, c'est tout plate, c'est comme une photographie. Mais dans la vieille, non, parce qu'elle avait une gélatine très espèce. Et alors on peut avoir presque un effet de 3 dimensions. Et avec la couleur, on peut donner encore plus cet effet de 3 dimensions. Mais aussi, nous avons fait comment dire, pareil, des murs, non? Des murs qui sont pas des vrais murs, c'est des tissus. Des tissus que nous avons mis des lampes derrière pour donner des réflexes. Et alors ça est passé très bien. On a des effets très intéressants. On n'a pas un temps fou, puisque Dario doit les présenter dans une salle à côté, l'Oiseau Bleu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, c'est pas tous les jours. Attendez, je vais vous passer le micro. Tenez. Do you speak English? If you want to speak English. You speak English? Si. Je suis pas très fort en français en fait. Si, c'est très bien. Allez-y en français. There is something I always wanted to know because in the movie Suspiria, Susie Bannion, she's not an ordinary girl. Like all the other girls, they get killed very, very easily. But to get rid of Susie Bannion, Madame Blanc, Joan Bennett, she specifically has to ask to Elena Marcos. She has to beg for Elena Marcos' power so she can finally get rid of Susie. And at the beginning of the film, we get to see that she already knows the aunt of Susie. So I always wanted to know, is Susie a witch or no? Alors, est-ce que c'est une sorcière? Si, non, pour moi non. Elle était arrivée pour un cas. C'est dans plein de witch, mais elle n'était pas witch, elle était pure. Elle était jeune, belle, gentille. Hein? Non, elle n'était pas witch. Non, elle était... You would like. You would like. You want? She is a witch? Olga is a witch. Yeah. Yes. Presque tous sont witch. Mais elle, non, elle est gentille, elle est pure, elle est comme Blanche-Neige, dans un monde étrange, terrible, qui découvre lentement elle. Puis il y a un homme qui explique quelque chose dans les congrès, non? Il a un expert de witch qui parle et dit qui sont les witch, qui sont les sorciers.
essentielles sont, disait, non, qui sont des problèmes de mal et que la magie c'est une chose, il disait en latin, puis en Italie, que la magie c'est une chose qui est toujours dans tout le temps, dans tous les lieux, était crue. Une autre question. Oui, madame. Attendez, on vous apporte un micro. Merci beaucoup. Oui, j'aurais une première question qui s'adresserait plutôt à Monsieur Gans sur la question du cinéma rock. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus pourquoi est-ce que vous définirez le cinéma de Dario Argento comme du cinéma rock? Non, oui, d'accord. Et juste, ensuite, dans un second temps, parce que ça m'a fait aussi beaucoup penser à Lynch, tout ça, est-ce que Monsieur D'Argento, vous vous reconnaissez dans cette filiation-là de David Lynch? Voilà, deux questions. Alors, David Lynch, c'est plus tard. moi, je veux dire quelque chose sur Lynch, parce que ça m'a frappé la dernière fois que j'ai vu Suspiria. Il y a la même image dans Blue Velvet et dans celui-là. C'est l'image du rideau bleu velours, rééclairé en plus par une gélatine bleue pour soutenir la couleur. Et c'est très intéressant que cette image, elle soit dans les deux films. Oui, parce qu'en fait, elle suggère, et on le sait bien avec Lynch, elle suggère quelque chose au-delà. C'est-à-dire, si vous acceptez de franchir ce rideau, vous allez rentrer dans un univers qui est à la fois magnifique, sensuel et extrêmement dangereux. Et c'est une image qui est presque primitive dans les deux œuvres parce qu'elle suggère exactement la même chose. Et c'est une image évidemment qui renvoie au cinéma, qui renvoie au vieux cinéma, puisque dans les vieux cinémas, les écrans étaient cachés par des rideaux, et donc ces rideaux s'ouvraient et nous invitaient à rentrer dans un autre univers. Et c'est très intéressant qu'on trouve cette image chez Lynch et chez Dario. Sì, aussi David Lynch est arrivé un peu plus tard de moi. Bah oui. Il avait vu mes films. Concernant je n'irai pas jusqu'à dire que le cinéma de Dario est un cinéma rock. En tout cas, je pense que ça serait le réduire de dire ça, et spécialement un film comme Suspiria. Je pense qu'il y aura une conscience rock chez Dario, et ça c'est mon avis personnel. Il y aura une conscience rock plus tard avec Phenomena notamment. Phenomena emploie par exemple des titres de metallic rock, etc. Alors que là, on est dans une partie de sa carrière qui est plutôt, qui tend plutôt vers le progressive rock, qui est donc une musique plus impressionniste, qui invite beaucoup plus les gens finalement à projeter sur le film une interprétation, leur propre interprétation, exactement comme le monsieur qui dit que Suzy Bagnon pourrait être une sorcière. Je trouve ça très intéressant qu'il dise ça, parce que d'une certaine manière, c'est exactement le genre de débat que j'ai eu avec mes amis pendant des années. Parce que la beauté des films de Dario réside aussi dans leur mystère. Ce ne sont pas des films où on va tout nous expliquer par A plus B selon une espèce de logique cartésienne et psychologique. Non, c'est exactement comme on écoute la musique de Jim Morrison ou de David Bowie et qu'on écoute les paroles. Elles nous invitent à interpréter quelque chose qui est en fait à l'aune de notre propre sensibilité. Donc je dirais que la filiation qui existe entre le cinéma de Dario et le rock tient plutôt à cette idée des grands poètes du rock, et je cite à Essian Jim Morrison par exemple, plutôt que la stricte idée que ça serait des films qui mélangeraient le rock et le cinéma simplement dans l'air du temps. Dario, on va vous libérer parce que je sais qu'on vous attend dans une autre salle. Je voulais vraiment vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce premier ciné-club de la Cinéthèque du Monde. C'est un très grand merci. Merci. Et à très bientôt. Merci. Oh, merci Dario. Merci à tous.